Nous vous souhaitons la bienvenue pour ce nouveau webinaire de l'Observatoire de la NFA, dédié aujourd'hui donc aux véhicules électriques. Nous sommes Marion Vidal et Jocelyn Jombo. tous deux responsables de projet à l'Observatoire de la NFA. Et donc, nous vous avons convié aujourd'hui, vous, organismes de formation, délégués et conseillers de l'Opcomobilité, pour partager un point d'information avec vous sur cette thématique du véhicule électrique qui fait l'actualité de la filière auto. Alors, on vous propose aujourd'hui un rendez-vous en 4 temps. On va voir dans un premier temps un état des lieux de ce marché de l'électrification du parc pour voir un petit peu où on est, surtout quelles sont les projections, vers quoi va-t-on en matière d'électrification, quelles sont les projections. On verra dans un second temps ce qui change en matière d'entretien-réparation de ces véhicules électriques et surtout, dans un troisième temps, comment ça impacte l'emploi dans la branche des services de l'automobile et surtout, comment ça impacte la formation des jeunes que vous accompagnez au quotidien. Puis, dans un quatrième temps, nous aurons le plaisir d'écouter Niloufar Hamadi du service ingénierie des certifications et Ella Chouk du service accompagnement des établissements et de la mobilité européenne, qui nous présenteront un panorama non exhaustif, mais de toutes les actions que peut mener la NFA pour accompagner ces mutations. Mais tout d'abord, commençons donc par un point sur le marché et les réglementations, puisque, vous l'avez vu, le véhicule électrique se déploie. Il se déploie plus vite probablement que ce que nous avions pu imaginer il y a quelques années, notamment sous l'effet de réglementations environnementales qui encadrent les émissions de CO2 des véhicules. Donc, avant de commencer, Jocelyn, est-ce que tu peux nous rappeler d'une part ce que dit cette réglementation? Et puis, où en est-on aujourd'hui du respect de ces réglementations CO2? Eh bien, je peux le faire. Une petite vérification. Est-ce que vous m'entendez tous bien? Oui, parfait, c'est parfait. Alors, eh bien, oui, il y a effectivement deux réglementations actuelles qui s'imposent aux constructeurs. Le règlement CE 333-2014, qu'on appelle dit règlement CAFE, et le paquet de mesures Fit for 55. Donc, la première fixe donc une moyenne de CO2 pour l'ensemble des véhicules vendus en Europe par constructeur selon un calendrier bien défini. Et la seconde qui impose l'absence de rejet de CO2 sur les véhicules produits en Europe en 2035. Alors, comme le montrent ces deux courbes que vous voyez, et en dehors des scandales de Dieselgate, on s'aperçoit quand même que les constructeurs automobiles respectent plutôt bien les contraintes de réduction des CO2 qui leur sont imposées. Et à ce jour, malgré le retard de certains constructeurs, ils ont respecté la réglementation. Et particulièrement, effectivement, la réglementation café qui impose une moyenne de 95 grammes de CO2 pour l'ensemble des véhicules vendus en Europe par constructeur en 2020. Encore une fois, avec quelques petits retards. Ils sont dans une bonne dynamique aussi pour se conformer aux impératifs de la même norme café de 81 grammes de CO2 max en 2025, qui correspond à au petit moins 15% que vous voyez sur ce graphique. Et ils ont également communiqué leur planification industrielle pour s'aligner sur les 59 grammes de CO2 moyen en 2030 de la norme café. Donc, par ailleurs, vous savez également qu'il y a un texte bien connu également qui a fait un certain effet dans la presse ces derniers temps. C'est le paquet de mesures Fit for 55 et qui a été d'abord validé par le Parlement européen et ensuite qui a été voté par le Conseil européen. Et il faut bien garder à l'esprit qu'il a été voté de façon inchangée par rapport au texte initial. La règle des 100% de voitures zéro émission, de voitures neuves zéro émission en 2035 est donc bien maintenue. Alors, néanmoins, effectivement, c'est le petit encadré que vous voyez là. Il y a un cadre juridique qui doit encore être défini pour autoriser les véhicules roulant exclusivement au carburant de synthèse, à la demande du ministre allemand des Transports. Et comme le dit le ministre allemand des Transports, il devrait s'agir d'une catégorie spéciale de véhicules dotés de moteurs à combustion interne, mais fonctionnant exclusivement au carburant de synthèse, qui devrait concerner vraisemblablement des véhicules très haut de gamme avec des carburants très chers, puisque nous sommes actuellement aux alentours de 3 euros le litre en 2030, dans le meilleur des cas. Ensuite, ce qu'il faut retenir avant tout, c'est que la grande majorité des constructeurs généralistes européens abandonneront les moteurs thermiques et hybrides
avant même 2035. Ici, vous avez voilà, une revue de presse qui est particulièrement parue cet été, enfin du moins l'été dernier, et vous voyez effectivement que Renault sera à 100% électrique dès 2030, Stellantis également, Opel dès 2028, Ford 2030, etc. La majorité des constructeurs généralistes européens auront abandonné le véhicule thermique avant la date de 2035. En effet, la complexité à tenir la dernière norme café de 59 grammes a poussé les constructeurs à s'électrifier dès 2030, à l'exception bien sûr de Toyota, de quelques premiums. Et puis, par ailleurs, il faut garder aussi à l'esprit qu'il y a à ce jour 13 marques chinoises de véhicules essentiellement électriques qui ont planifié leur arrivée sur le marché français, dont 5 véhicules électriques sont prévus à moins de 25 000 euros, visant à concurrencer ces véhicules. Alors, vous trouverez ici sur cette slide l'évolution des immatriculations de véhicules neufs depuis 2016 par source d'énergie et la prospective la plus vraisemblable à ce jour pour atteindre les 100% électriques en 2035. Donc, il faut noter aujourd'hui, dès aujourd'hui, le déclin du diesel qui représentait plus de 50% du marché en 2016, qui ne représente plus que 16% du marché aujourd'hui, et pratiquement à égalité avec le même poids que les véhicules électriques. Il est également à noter que l'hybride résiste sans doute mieux dans la réalité que dans notre prospective, puisque vous avez la prospective dans un carré jaune que je vous représente ici, la prospective que nous avons imaginée. Donc l'hybride vraisemblablement résiste beaucoup mieux, mais par contre, la part des véhicules essence chute beaucoup plus rapidement que ce qu'on avait effectivement imaginé dans la prospective. Donc, puisqu'on était à 60% de véhicules essence en 2019 et on passe à 37% aujourd'hui. Donc à ce jour, en 2022, pour rappel, 43% des véhicules neufs vendus ont un moteur électrique et des batteries. Donc si j'additionne les véhicules électriques, les hybrides et les hybrides rechargeables, ce qui représente à peu près un véhicule neuf sur deux. Même si, encore une fois, nous nous situons dans un contexte un petit peu particulier de baisse des immatriculations des véhicules neufs, puisqu'on tourne effectivement aux alentours d'1,6 million d'immatriculations à ce jour, vous le savez comme moi. Donc, moins de véhicules vendus, mais une part de l'électrique inexorablement croissant. Sachant que, en termes de réglementation, eh bien, la cible visée par les pouvoirs publics aujourd'hui, c'est ce qu'on appelle le Green Deal européen, qui a été repris dans la LOM du 24 décembre 2019 et dans la stratégie nationale bas carbone, la fameuse SNBC de 2019. Et que prévoient ces trois textes? Eh bien, ils prévoient la décarbonation totale des transports terrestres en 2050. Ça signifie donc que l'objectif est plus de voitures thermiques, plus de bus, plus de cars, plus de camions, plus de motos thermiques en circulation à cette date. Donc, plus de distribution de carburant non plus, plus de vidange, etc., etc. Alors, il y a peu de doute sur le fait que cet objectif soit atteint un jour, en tout cas, à cause des réglementations des ventes de véhicules neufs, mais vu le renouvellement du parc actuel, on peut émettre aujourd'hui de sérieux doutes sur le fait qu'il soit atteint en 2050. Et pourquoi? Eh bien, parce qu'en effet, il faut bien distinguer le parc et les immatriculations. Le parc, c'est l'ensemble des voitures que vous pouvez croiser dans la rue. Et le parc automobile français, il est de 38 millions de véhicules, selon le ministère des Transports. Et tous les ans, les voitures neuves viennent rejoindre ce parc. Mais en imaginant même qu'il y en ait 200 000 voitures électriques en 2022, par exemple, voilà, ça ne représente qu'une goutte d'eau dans ces 38 millions de véhicules en circulation. Surtout que l'on garde les voitures de plus en plus longtemps, et donc le parc se renouvelle que très lentement, petit bout par petit bout. Quoi qu'il en soit, on l'a vu, donc le parc de voitures électriques, il est encore faible. Au 1er janvier 2022, on était à 1% de voitures électriques et encore 95% de thermique pure. Mais quand on applique ces scénarios que l'on a travaillés pour la prospective, on voit que selon l'hypothèse la plus en faveur de l'électrique, on pourrait avoir 16% de véhicules 100% électriques en 2030, 40% en 2036. Alors bien sûr, si le faible renouvellement du parc devait être un phénomène durable, le parc ne serait guère plus électrique qu'à hauteur d'un tiers à l'horizon 2036. Alors, on peut lire ce graphique dans les deux sens aussi, parce que ça signifie aussi, même si on partait sur l'hypothèse de 40% de véhicules électriques dans le parc en 2036, eh bien, ça signifie quand même qu'il y a 60% des véhicules en circulation qui restent thermiques dans 13 ans.
Donc ça montre effectivement à la fois l'inertie du parc en circulation et sa lenteur à évoluer. Alors, nous avons une question, Jocelyn. On va essayer d'en prendre au fur et à mesure sans trop altérer le déroulé de ce webinaire, mais je vois une main qui s'est levée, mais est-ce que la personne peut prendre la parole? Je ne suis pas certaine. Sinon, vous pouvez écrire vos questions dans le fil de conversation. N'hésitez pas, et puis on y répondra au fur et à mesure ou à la fin en fonction du temps et de l'avancement. Alors, ce qu'on retient, Jocelyn, que tu nous dis, c'est que finalement, cette transition du parc, elle est amorcée, elle est réelle. On est en route vers l'électrique, mais finalement, c'est quelque chose qui prend du temps. C'est une transition qui est lente. Et donc, ce qui nous questionne avant tout aujourd'hui, c'est de comprendre finalement comment ça va impacter les pratiques d'entretien-réparation, qu'est-ce que ça va changer en matière d'activité. Mais pour ça, avant, il nous faut comprendre quelles sont les spécificités techniques d'un véhicule électrique, ce que tu vas essayer de nous faire de façon synthétique. C'était la partie la plus synthétique, effectivement, de ma présentation. Alors, bon, je m'adresse à des formateurs, donc certains, effectivement, en partie, donc certains s'y reconnaîtront, mais d'autres, effectivement, participants pourront avoir quelques bases et besoin de quelques notions. Alors, juste, en France, pour rappel, l'électricité, elle est distribuée sous la forme d'un courant alternatif que je représente ici sous la forme de petits pointillés. Mais un courant alternatif, par principe, ne peut pas être stocké dans une batterie. C'est un grand principe. Et donc, il est nécessaire de convertir ce courant par le biais d'un chargeur. Comme les chargeurs de téléphone ou les chargeurs d'ordinateur, et afin de pouvoir alimenter une batterie. Donc, dans le cas des superchargeurs, la batterie peut être directement alimentée en courant continu. Et dans ce cas, le chargeur se situe alors dans la borne. La batterie de traction, il faut garder aussi à l'esprit que ce n'est pas un composant passif, c'est un composant intelligent. Il est équipé d'un calculateur, un BMS, qui se trouve physiquement dans le pack batterie et dont l'activité va être de discuter avec les chargeurs, celui qui est dans la voiture et le chargeur qui se trouve dans la borne extérieure, afin de gérer la quantité nécessaire qui lui est nécessaire pour remplir ses cellules. Sauf de rares cas de moteur fonctionnant à courant continu, un moteur électrique fonctionne avec du courant alternatif. Donc, comme on a stocké du courant continu, eh bien, il est nécessaire de reconvertir de nouveau ce courant en courant continu à l'aide d'un onduleur, d'un nouveau convertisseur qu'on appelle un onduleur. Une partie de l'électricité doit donc également alimenter la batterie de servitude, une batterie de 12 volts pour alimenter les phares, le multimédia, les accessoires, etc. Et pour passer du 400 volts à du 12 volts, j'ai encore besoin d'un autre convertisseur, un convertisseur DC-DC qui va passer de 400 à 12 volts. Un calculateur également est en charge de répartir cette énergie et un autre calculateur va s'occuper du compresseur de climatisation. Donc, c'est l'ensemble de ces éléments qu'on appelle l'électronique de puissance. Et vous voyez bien que l'électronique de puissance est essentiellement dédiée à la conversion et à la répartition d'électricité. Et ce qu'il faut savoir aussi, c'est que c'est un bloc qui est plus ou moins réparable en cas de défaillance selon les constructeurs. Chez Stellantis, par exemple, on a plutôt tendance à changer l'intégralité du bloc électronique de puissance, mais par contre, sur des nouvelles Mégane ou des nouvelles Zoé, eh bien, on peut changer différents étages. Et ces différences de conception sont aujourd'hui assez pénalisantes pour les concepteurs de formation. Ce ne sont pas les mêmes métiers, de changer un composant ou de changer l'intégralité du bloc. Ce ne sont pas les mêmes compétences. Ce n'est pas le même prix non plus pour le consommateur. Alors, ces questions s'appliquent aussi un peu sur la batterie. Il n'existe aujourd'hui aucune procédure de réparation d'un module de batterie de tous les constructeurs. C'est une norme aujourd'hui, mais qui est en cours d'écriture et qui n'est pas encore écrite. Je vais également un petit peu en dessous sur la question de la clim et de la pompe à chaleur qui va servir à réguler la température de la batterie et du moteur électrique. Et c'est peut-être dans ces configurations-là, c'est sans doute la proximité entre le circuit de refroidisseur qui contient soit de l'eau, soit un liquide frigorigène et les éléments électriques qui peuvent générer des pannes. C'était le cas par exemple sur la IU208 où un certain nombre de pannes étaient liées à cette proximité. Le moteur électrique va transformer le courant alternatif en énergie physique. Et ce qui est amusant dans un moteur électrique, c'est qu'il fonctionne dans les deux sens, en mode moteur ou en mode générateur. C'est-à-dire que l'énergie cinétique qui provient du mouvement du véhicule est récupérée par le freinage et la décélération, énergie qui est encore
converti dans votre sens par encore un nouveau convertisseur qu'on appelle ici un redresseur et qui fait également partie de mon électronique de puissance. Donc, vous voyez bien que le véhicule électrique a un fonctionnement simple. J'aurais eu besoin beaucoup plus de slides finalement pour décrire un moteur thermique. La réparation de ces organes à ce jour est extrêmement dépendant, vous le voyez bien, et on le reverra encore, de la bonne volonté des constructeurs pour maintenir le réseau d'après-vente et éviter effectivement l'obsolescence programmée soit des batteries ou des composants des véhicules. Alors, la première des conséquences que l'on observe, hein, c'est que finalement, de ce que tu nous montres, Jocelyn, c'est qu'il y a certains éléments qui étaient présents sur le véhicule thermique qu'on ne voit plus sur le véhicule électrique. Et ça va être la première conséquence pour l'après-vente, pour les activités de maintenance-réparation, puisque, vous l'avez compris, sur un véhicule électrique, plus de chaînes de distribution ou de courroies, plus de cylindres de piston de soupape, plus de systèmes de transmission, d'injection. Donc, toutes les activités liées notamment à la gestion des fluides type dividendes, toutes les réparations ou remplacements de ces éléments, eh bien, n'ont plus lieu. En revanche, certaines activités se maintiennent et continuent d'être communes entre un véhicule électrique et thermique, en premier lieu desquels le remplacement de la batterie de servitude qui, comme vous l'avez vu, perdure et reste encore plus indispensable sur le véhicule électrique. Elle est très sollicitée sur les véhicules électriques. Autre activité qui se maintient et qui est quand même une activité importante de l'après-vente, c'est la carrosserie peinture et tout ce qui concerne les interventions sur vitrage. Alors, ce qui change un peu sur la carrosserie, ça va être de sensibiliser bien sûr les carrossiers peintres à l'analyse du risque électrique. On y reviendra avec Nilüfer un peu plus loin. Donc, ce qui suppose d'être habilité pour certaines interventions. Ça peut impacter également les pratiques de peinture, puisqu'il peut y avoir des risques de surchauffe pour les batteries des véhicules électriques. Mais quoi qu'il en soit, cette activité de carrosserie peinture se maintient. Autre activité qui se maintient et qui est même appelée à être développée, c'est l'entretien des pneumatiques, qui sont très sollicités sur les véhicules électriques du fait du poids du véhicule et aussi du couple moteur. De même que les systèmes de freinage continuent d'avoir besoin d'être entretenus avec le changement des disques et des plaquettes de frein. Alors, en revanche, avec le système que tu nous as montré, Jocelyn, on voit des activités qui apparaissent, qui n'existent pas en l'état sur l'entretien d'un véhicule thermique. Effectivement. Et la première de ces activités, et non des moindres, c'est l'analyse du risque électrique, donc qui fait l'objet d'habilitation spécifique et qui sera abordée un petit peu plus loin avec Nilüfer dans la partie habilitation. Je la laisse de côté. Comme on l'avait vu, aussi, les interventions de contrôle, de maintenance, de remplacement ou de réparation spécifiques aux véhicules à batterie peuvent être présents sur le pack batterie, l'électronique de puissance ou le groupe motopropulseur. Il peut générer des activités de recherche de pannes électroniques, de lecture de schémas électriques, d'identification des dysfonctionnements, en sachant que voilà, les activités, encore une fois, d'entretien des packs batterie et d'électronique de puissance sont, je vous le rappelle, très variables d'un constructeur à un autre, et en sachant aussi que les moteurs électriques comportent peu de pièces et tombent assez rarement en panne. Alors, le freinage régénératif, même si on connaît déjà ce système sur les véhicules thermiques, l'amplification du freinage est bien spécifique au VEVH, lui. Alors, il dispose de capteurs supplémentaires et d'un simulateur d'effort supplémentaire, donc effectivement, un système à apprendre à connaître, effectivement, en cas de panne. La climatisation réversible, j'en ai un petit peu parlé, c'est un nouveau système, il est fondamental car il participe au refroidissement de la chaîne de traction. Ce n'est pas un système accessoire comme dans les moteurs thermiques, il fait vraiment l'objet de méthodes d'intervention spécifiques avec des utilisations spécifiques des stations de climatisation. Alors, la mise à jour des softwares ne nécessite pas de compétences particulières, mais il faut garder à l'esprit qu'elle est récurrente et systématique dans le véhicule électrique. Alors, voyons maintenant où finalement fait-on réparer son VE, en tout cas pour les détenteurs actuels de véhicules électriques. On voit que finalement, à ce jour, c'est principalement les réseaux constructeurs et particulièrement les concessionnaires qui sont les mieux positionnés. Vous voyez que c'est eux qui sont en mesure d'offrir une large gamme de services sur l'entretien de ces véhicules électriques. Alors aujourd'hui, il faut savoir que le véhicule électrique, ça représente 2,5% des entrées ateliers sur l'ensemble du marché de la prévente. Et donc, ces entrées ateliers, elles sont principalement pour l'instant réalisées chez le concessionnaire pour la simple et bonne raison que, comme vous l'a expliqué Jocelyn, il y a encore beaucoup de dépendance aux constructeurs pour l'accès aux données, ne serait-ce que pour faire un état des lieux de la batterie, de sa capacité de
Non, j'ai mangé le mot, c'est pas grave, bref. En tout cas, beaucoup de dépendances au constructeur pour accéder à ces données, avoir les outils de diagnostic et en plus des procédures de diagnostic qui ne sont pas homogènes d'une marque à l'autre. Donc, pour l'instant, la prévente, ce qu'on appelle les acteurs indépendants de la prévente, que sont les mécaniciens réparateurs automobiles, les MRA, sont forcément un peu plus en retrait, sachant que à ce jour, hein, de toute façon, on sait que les concessionnaires ont plutôt tendance à réparer des véhicules récents encore sous garantie, là où les mécaniciens réparateurs auto, donc indépendants, sont plutôt positionnés sur l'entretien du parc moyen ou ancien. Alors, voyons maintenant, et c'est la question qui nous anime tous, maintenant qu'on a vu ces évolutions, ce qui nous intéresse de savoir, Jocelyn, c'est finalement, est-ce que tous ces changements, ces mutations vont vraiment générer moins d'activité pour les entreprises de la prévente et comment ça va impacter l'emploi des entreprises de la branche? Eh bien, pour le savoir, pas de solution miracle. Il faut regarder un peu ce que font les autres et particulièrement ce que font ce que font la Norvège, puisque les premiers retours de la prévente des véhicules électriques nous vient aujourd'hui de Norvège, pays qui est beaucoup plus en avance sur le déploiement du véhicule électrique que nous. Donc, l'association des concessionnaires norvégiens avait donc communiqué ses résultats de la prévente comparée des véhicules électriques par rapport aux véhicules thermiques. Et c'est cette remontée d'informations qui date de 2019 et qu'on a utilisée pour établir notre prospective sur l'effet des changements de motorisation. C'est l'autofocus numéro 85, si si ma mémoire est bonne. Et donc, vous pouvez encore regarder rechercher sur Internet. Il y a aujourd'hui, finalement, pas trop d'inquiétude à avoir sur la fréquentation des véhicules électriques en entretien. Donc, moins 12% globalement. On constate un petit peu, effectivement, un petit effet où on voit que les possesseurs de véhicules électriques sont un petit peu moins respectueux des calendriers d'entretien, mais ils reviennent quand même majoritairement et très majoritairement en entretien, en atelier. Alors, par contre, en revanche, ce qui est préoccupant, c'est le volume moyen d'heures de main-d'œuvre vendues dans le cadre d'un entretien électrique, d'un véhicule électrique par rapport à un véhicule thermique qui, lui, fond de moitié. Donc, il y a moitié moins d'heures de main-d'œuvre vendues sur un véhicule électrique dans le cadre d'une opération d'entretien. Alors, en ce qui concerne la réparation, en 2019, les véhicules électriques norvégiens étaient très neufs par rapport au parc thermique. Et donc, ce qui générait assez peu d'entrées ateliers en réparation. Vous voyez, moins 43% d'entrées ateliers en réparation, c'était effectivement très faible. Toutefois, on considère et on a considéré que des pannes pouvaient apparaître avec le vieillissement. Dès que des pannes intervenaient sur véhicules électriques, par contre, effectivement, le nombre d'heures de main-d'œuvre vendues est largement supérieur à un véhicule thermique. Mais globalement, voilà, donc, au final, quand on a réalisé nos travaux, nous avons calculé une différence entre les moteurs électriques et thermiques qui était d'à peu près moins 49% de chiffre d'affaires aujourd'hui à ce jour. Mais à l'horizon 2035, à partir du moment où les véhicules électriques vont vieillir, eh bien, ce décalage ne sera que de moins 39%. Du moins, c'est le calcul que nous avons établi. Voilà, ça reste encore une fois une hypothèse de travail, car effectivement, à ce jour, en Norvège, les températures génèrent un petit peu plus de panne sur les véhicules électriques qu'ils ne devraient le faire en France. Alors, si j'applique ces effets de chiffre d'affaires sur la valeur ajoutée, puis sur le volume d'emploi, et dans une prospective très optimiste au développement du parc électrique, il est possible que 3000 emplois puissent être perdus annuellement par l'électrification des véhicules à l'horizon 2035. Alors, c'est beaucoup et c'est peu, parce que 3000 emplois, ça correspond aussi au nombre de départs d'ouvriers, nombre de départs en fin de carrière d'ouvriers dans la réparation automobile par an durant cette période. Donc, je disais c'est beaucoup et c'est peu parce que, pour rappel, les variations conjoncturelles du commerce et de la réparation des véhicules particuliers sont comprises entre moins 7000 sur une année comme 2012 et plus 7000 sur une année comme 2018. Donc, vous voyez que des fluctuations négatives, effectivement, le secteur en a effectivement déjà connu.
Et en 2012, on n'en avait pas parlé dans la presse, hein, de moins 7000 emplois, puisque c'était là aussi essentiellement des départs en fin de carrière qui n'avaient pas été renouvelés. Et quand je dis 7000, c'est pas que les ouvriers, c'est la totalité de l'emploi dans les services de l'automobile. Donc, alors par contre, en revanche, c'est quand même beaucoup, dans la mesure où les 2 tiers de ces pertes d'emploi à l'horizon 2035 sont plutôt supportés par les réseaux de marques qui entretiennent et réparent les véhicules les plus récents. Et comme les véhicules les plus récents sont électriques, et bien de fait, effectivement, ce sont essentiellement les réseaux de marques qui se prennent l'électrification de plein fouet. Donc, ces 3000 emplois perdus ne devraient pas générer de licenciements. Les embauches actuelles ne sont pas menacées. En conclusion, moi, si je suis un jeune, j'ai de grandes chances de conserver mon emploi si je suis embauché aujourd'hui et si ma formation est bien adaptée pour me permettre de changer de type de véhicule en milieu de carrière. Car c'est bien l'enjeu, Jocelyn. Car c'est bien l'enjeu, Marion, oui, c'est bien l'enjeu. Effectivement, il faut bien se rappeler que si le Green Deal européen est respecté, si ces fameuses interdictions des véhicules thermiques à 2050 existent, ça signifie que la carrière des jeunes que nous formons va se partager entre des motorisations thermiques et électriques. Les jeunes que nous formons aujourd'hui ont à peu près 16 ans. Ils vont arriver en 2050 à 43 ans et en 2070 à 63 ans, peut-être même 64, nous verrons cela. Effectivement, notamment pour les jeunes qui rentrent en formation aujourd'hui, qui auront donc ces 40 ans, ils devraient donc connaître matériellement 2 époques. Une première partie de carrière avec une double compétence. Alors aujourd'hui, du 100% à ce jour, du 100% thermique, et puis il basculait progressivement effectivement sur du véhicule électrique et une deuxième partie de carrière avec la compétence véhicule électrique uniquement. Il est bien important d'avoir ce discours aujourd'hui, car il y a déjà beaucoup de déçus des formations automobiles. On constate qu'un certain nombre de jeunes quittent l'appareil de formation avant même d'avoir passé le diplôme. Donc, il est nécessaire que les jeunes que nous intégrons aujourd'hui comprennent bien que s'ils font carrière dans le secteur, ils changeront de paradigme, ils changeront de type de véhicule sur lequel intervenir. Merci Jocelyn. Alors du coup, voyons maintenant comment l'ANFA accompagne ces changements et ces mutations. Pour rappel, les missions de l'ANFA, elles sont au nombre de 5. La première étant observer ces mutations, ces impacts sur les métiers, l'évolution des activités, comme on vient de le partager avec vous. L'autre mission, c'est concevoir des dispositifs de formation et de certification. C'est certifier les organismes de formation que vous êtes, organiser les jurys d'examen, c'est vous accompagner en tant qu'organisme de formation dans ces mutations, et c'est promouvoir ces métiers auprès des jeunes, de leurs parents ou auprès de tout candidat potentiel à ces métiers de la branche des services de l'auto. Alors, avant de passer donc la parole à ma collègue Niluphar, juste, on vous propose donc avec Niluphar et Ella un zoom sur 2 dispositifs en particulier. D'une part, les certifications de branche et comment elles préparent pour certaines aux habilitations nécessaires pour l'intervention sur les véhicules électriques. Et puis, on verra avec Ella de quoi est composée l'offre de formation de formateurs pour vous accompagner dans ces mutations. Mais avant ça, qui dit qui dit véhicule électrique dit risque électrique. Donc Niluphar, est-ce que tu peux nous faire un petit rappel, un petit b.a.-ba de ce que comporte la question des habilitations électriques et quand elles sont nécessaires, dans quelle situation? Bien sûr, Marion. Bonjour à tous. Alors déjà, sur le volet habilitation électrique, en lien avec le véhicule, il y a déjà 2 notions à intégrer au préalable. Tout d'abord, d'une part, la notion de conformité du véhicule. Donc là, à ce moment-là, en fait, il faut voir le véhicule. Donc la chaîne de traction est dite isolée. L'électricité fait une boucle. Il n'y a pas de risque à ce moment-là vis-à-vis du véhicule. Et d'autre part, un véhicule qui va rentrer plutôt dans le volet de ce qu'on va considérer comme non conforme. Et donc, à ce moment-là, un véhicule accidenté, un véhicule dont les éléments seraient ouverts et sur lequel on ne pourrait pas garantir en fait que ce flux électrique soit continu et donc à ce moment-là qu'il y ait la présence d'une pièce nue sous tension, ce qui implique une consignation du véhicule. On va revenir juste après. Si on doit présenter un peu le panorama des habilitations électriques existantes, alors déjà, il faut garder en tête qu'il n'y a pas de hiérarchie. On ne peut pas dire qu'une habilitation électrique soit supérieure ou inférieure à une autre. En fait, elles sont toutes complémentaires et donc elles visent des activités différentes.
On va commencer par la première qui n'est pas vraiment une habilitation, mais qui est un niveau de formation, qui est la prévention du risque électrique. Donc on parle de niveau averti. C'est un module de formation qui va intégrer, on va dire, l'ensemble des éléments de sensibilisation au risque électrique, mais sur un véhicule qui va être considéré comme conforme. Si on part maintenant sur, on va dire, le versant les autres panoramas qui, eux, vont être plutôt sur des habilitations, là, on va vraiment parler d'habilitation électrique en tant que telle. Donc, on va prendre le niveau B0L qui va être des activités non électriques, donc comme cité précédemment, carrosserie, pneumatique, sur un véhicule qui va être consigné. La consignation étant une autre opération et un autre niveau d'habilitation électrique, où là, on va avoir un mécanicien habilité qui va consigner, déconsigner la zone, qui va en fait tout simplement mettre hors tension ou sous tension le véhicule post-intervention. Au niveau B2L, on est plutôt sur des activités d'ordre électrique, mais sur un véhicule qui va être d'abord consigné. Donc, le technicien, le mécanicien va travailler sur un véhicule qui est hors tension. Le niveau B2VL qui, lui, va impliquer l'isolation des pièces nues sous tension avant consignation du véhicule. Donc, il va opérer avec le matériel adéquat pour mettre hors de danger, en fait, la zone et le véhicule avant intervention. Le niveau B2TL qui, lui, est très spécifique, il va impliquer, en fait, l'intervention sur le pack batterie. Et donc, à ce moment-là, on est sur un risque électrique plus conséquent. Et enfin, le niveau B2XL qui, lui, va être un autre niveau d'habilitation électrique, mais qui va plutôt relever d'opérations spécifiques. Donc, on reviendra après sur un petit exemple justement d'opération spécifique au niveau B2XL. Rappel général sur les habilitations électriques. Donc, on est sur la reconnaissance par les employeurs de la capacité d'un salarié, d'une personne qui est placée sous son autorité, à intervenir en sécurité vis-à-vis du risque électrique, les activités qui lui sont confiées. Ce qui veut dire que l'affectation à un poste ne vaut pas habilitation électrique. Il faut tout d'abord avoir une habilitation en adéquation avec les activités visées. Donc pour cela, une formation à l'habilitation qui est visée par là où les habilitations qui sont visées par les activités, et en fonction de cette habilitation, si elle a été obtenue ou pas, la délivrance, si elle a été obtenue, d'un carnet de prescription par l'employeur et des EPI. L'habilitation a une vie, et donc il est préconisé en fait d'avoir un recyclage d'une durée maximale de 3 ans. Cette durée de recyclage, elle peut être réduite dès lors que les activités, les tâches confiées évoluent. Donc, ce qui veut dire qu'il y a un jeu permanent d'adéquation entre les activités qui vont être réalisées par les salariés et le niveau d'habilitation visé. Donc, c'est aux employeurs également, dans l'accompagnement qu'ils préconisent, d'aller cibler les niveaux d'habilitation qui vont être adaptés aux tâches qui seront confiées au fur et à mesure du temps. Sur le volet, donc si vraiment on doit s'intéresser aux formations, qu'est-ce que va comprendre un peu la formation aux habilitations électriques? Donc, tout d'abord, un volet qui va être théorique, sur lequel on va avoir un panel d'informations en lien avec l'habilitation visée et qui va porter sur les particularités du véhicule, des engins, les spécificités, complétée par une partie pratique qui, elle, va être tout simplement la mise en pratique du volet théorique et également du matériel adapté au niveau d'habilitation visée, aux particularités des engins, va comprendre également un volet évaluation. Et donc, pour cela, ces formations devront être animées par des formateurs qui vont tout d'abord disposer des compétences de base en prévention et donc des niveaux d'habilitation en cohérence avec les formations animées. Des compétences techniques, des compétences pédagogiques qui sont adaptées à la formation pour un public adulte, et donc le titre d'habilitation dispensé. Donc, avant de passer à la partie pratique, il est nécessaire tout d'abord de valider la partie théorique, et donc pour ça, on va attendre tout d'abord le passage d'un questionnaire sur lequel on va avoir 70% de bonnes réponses qui vont être attendues à minima, et qui vont recouvrir un panel de thématiques du type le danger de l'électricité, l'effet de l'électricité, les zones de voisinage, on va avoir les EPI, on va avoir en fait tout un tas de tâches et d'activités qui vont être préalables à l'intervention sur véhicule pour s'assurer que les personnes interviennent bien en cohérence et en sécurité vis-à-vis du risque. Si on doit un peu dérouler le volet formation, on est tout d'abord sur un module prérequis qui est commun quel que soit le niveau d'habilitation, d'une durée courte, 1 heure, des thèmes communs qui sont également transverses à l'ensemble des niveaux d'habilitation, et des modules qui, eux, vont être sur un volet pratique en cohérence avec le niveau visé. Donc, on est sur une durée variable, 1 heure, 1 heure et demie, et en fonction, une évaluation finale pratique qui va déboucher au pas sur la délivrance d'un avis après formation par le formateur.
La durée de formation théorique et les évaluations, elles sont laissées à libre appréciation de l'organisme de formation. L'idée étant qu'en fonction des activités qui vont être expérimentées par les titulaires de l'habilitation, la durée de formation va s'ajuster. Et donc, on peut préconiser parfois des durées qui sont plus importantes que celles qui sont initialement et habituellement trouvées dans les catalogues de formation. L'évaluation des savoir-faire, donc là, à ce moment-là, sur la partie pratique, elle doit être sans erreur idéalement, ou alors avec des erreurs minimes sans conséquence. Au-delà de 2 erreurs, on ne va pas délivrer l'habilitation. Si je fais le lien avec les certifications de branche, alors l'idée n'est pas de couvrir l'intégralité de nos certifications, sinon on en aurait pour l'après-midi. Mais si on prend un petit échantillon sur le volet de la maintenance des véhicules légers, l'opérateur de service rapide, le mécanicien de maintenance automobile, plutôt service rapide avec le mécanicien automobile, on est quand même déjà sur un premier volet d'habilitation qui va être averti. Donc on est sur un public aujourd'hui, à ce jour, ça veut dire que ça peut également évoluer, qui est sensibilisé au risque électrique. Le technicien expert après-vente automobile, qui lui va plutôt intervenir sur des diagnostics complexes, sur un panel de véhicules rencontrant des pannes diverses, va plutôt avoir besoin d'un niveau d'habilitation qui va couvrir quasi l'intégralité des tâches. Alors, je répondrai peut-être après à la question sur le BTS MV, on va y venir derrière, mais je viens de voir passer la question. Au niveau de la carrosserie peinture, on est, comme vu précédemment, on est sur un niveau qui va être averti, on n'est pas forcément sur des activités qui vont, pour l'instant, nécessiter un niveau d'habilitation, sachant que, je le répète, ces niveaux peuvent évidemment évoluer. Pour les véhicules utilitaires et industriels, on est plutôt sur des opérations également qui vont couvrir du niveau B0L jusqu'au B2XL opération batterie, ce qui va impliquer en fait des opérations spécifiques en lien avec la batterie des véhicules utilitaires. Donc ça peut être branchement, débranchement, par exemple, de la manipulation, de la connexion, déconnexion, en tout cas tout un panel de tâches qui va être en lien avec les particularités des batteries des véhicules utilitaires et industriels. Je vois qu'on m'évoque le CQP TAVA. Le CQP TAVA est évidemment concerné par les mêmes niveaux d'habilitation que le mécanicien automobile. Alors, pour ceux qui ont été au séminaire des CFA, il est question progressivement d'élever le niveau d'habilitation électrique de nos différentes certifications. Donc là, je vous fais juste le panorama de ce qu'il en était jusqu'à présent à ce jour. Et enfin, sur le contrôle technique VL, l'idée, on est sur des opérations spécifiques qui sont en lien avec le métier réglementé de contrôleur technique et à ce titre, en fait, il dispose d'une habilitation spécifique en lien avec les particularités métiers. En parallèle des habilitations électriques qui sont amenées de toute façon à évoluer en lien avec l'électrification progressive du parc, on a en parallèle des projets de certification au sein de la branche en lien avec le VE. L'idée étant, donc, pour donner un peu plus d'éléments de contexte, donc comme l'a introduit Jocelyn et Marion, on est sur l'électrification croissante du parc automobile et ce qui a émergé auprès des différents groupes techniques paritaires et donc des échanges entre les partenaires sociaux, c'est cet impact progressif au sein de différents domaines et différents métiers, donc la location de véhicules, le parc de stationnement, la station-service, la vente ou encore la maintenance automobile, de la nécessité d'aller accompagner les entreprises et les salariés dans l'évolution des activités et des tâches, avec cette idée de renforcer l'acquisition de certaines compétences et le maintien et le développement dans l'emploi, in fine, des salariés de la branche. Ce contexte a généré une délibération qui a mandaté la NFA pour l'élaboration de 2 certifications complémentaires. Donc, il faut voir nos certifications habituelles comme étant en fait, dans le volet du parcours initial, et puis les certifications inscrites au répertoire spécifique comme des certifications complémentaires qui vont plutôt être sur le volet de la formation continue et des demandeurs d'emploi. L'idée étant de travailler sur une première certification qui porte sur la maintenance des véhicules électriques et hybrides et, dans un second temps, d'une certification qui est en lien avec le conseil en électromobilité pour intégrer toutes les particularités qui vont être amenées par l'évolution du parc, et donc que ce soit sur des pratiques de vente, sur des pratiques en lien avec la location de véhicules, les écoles de conduite, en fait l'intégration des spécificités du VE au sein de nos différents métiers. Et pour finir, en parallèle, donc toujours sur ce lien avec les diplômes de la maintenance automobile,
Nous avons été également sollicités pour réaliser une étude d'opportunité portant sur la rénovation des diplômes, des référentiels de diplômes du CAP au BTS de la filière maintenance des véhicules, portant sur le véhicule léger, sur le véhicule du transport routier et enfin du motocycle. L'idée étant d'accompagner en fait et d'intégrer progressivement les évolutions du parc dans les référentiels de l'éducation nationale. Pour le calendrier, pour vous donner un peu plus de visibilité, on est aujourd'hui en train de travailler sur ce projet avec un déploiement qui serait idéalement prévu à l'horizon 2025. Et donc, je passe la main à mes collègues, notamment Ella, pour reprendre sur le volet F2F, comment se traduit l'évolution des pratiques professionnelles et la formation de formateurs sur ce volet. Bonjour à tous, merci Nénuphar. Alors, qu'est-ce qui se passe du côté de la formation de formateurs? Écoutez, aujourd'hui, nous avons une thématique qui est dédiée au VEVH. Alors, qu'est-ce que c'est qu'une thématique? Elle regroupe un certain nombre de formations qui peuvent être réalisées soit en présentiel, soit à distance, soit d'une façon hybride. Donc, cette thématique VEVH, c'est une thématique qui est récente. Elle a été mise en évidence l'année dernière dans le catalogue formation de formateurs. Et en fait, elle est présente dans plusieurs domaines. Le domaine de la maintenance des véhicules légers, le domaine de la maintenance des véhicules utilitaires et industriels, le domaine de la maintenance des vélos et le domaine de la maintenance des motos également. Alors, elle est présente également dans le domaine, dans le parcours interdisciplinaire pour ceux qui connaissent bien notre catalogue. Alors, l'objectif de cette thématique, si on peut passer à la slide suivante, merci Marion, en fait, c'est d'anticiper les nombreuses mutations relatives au VEVH de manière à pouvoir accompagner toutes les équipes pédagogiques, donc enseignants, formateurs, mais aussi les apprentis et les jeunes vers la transition électrique. L'ensemble des formations qui sont proposées dans cette thématique permettent d'abord de préparer aux habilitations électriques que Nénuphar nous a bien listées. Elles permettent également d'identifier les spécificités techniques et technologiques liées au VEVH. Et elles permettent également de réaliser la maintenance et donc d'intervenir en toute sécurité sur un véhicule électrique et hybride de manière à réaliser soit la maintenance, soit des diagnostics. Et comme l'ensemble des formations F2F, ces formations également, elles permettent de vérifier que les acquis visés par toutes ces actions de formation sont bien transmises aux apprenants. Alors, lors de nos stages, en fait, on a des moyens pédagogiques innovants qui sont proposés, comme des jeux et des TP interactifs qui peuvent être réalisés sur des tablettes, sur des smartphones ou des PC, mais aussi vous pouvez avoir accès en tant que formateur et enseignant à des vidéos, à des tutos et à d'autres types de supports qui vous permettent de les réexploiter face à vos jeunes donc, lors de vos cours. Dernière chose, ce qu'on privilégie également, c'est des mises en situation qui sont réalisées sur des véhicules électriques récents lors des TP. Alors, allons voir concrètement ce qui se passe et qu'est-ce que c'est que cette thématique. Donc, voilà un aperçu de la thématique VEVH qui est présente dans le parcours maintenance des véhicules particuliers. Alors, nous notons 12 références qui sont ici représentées par les encadrés blancs et qui sont réparties en plusieurs petits blocs. Donc, si on fait une lecture verticale de cette diapo, donc de bas vers le haut, nous avons nos formations, ils partent donc de la découverte d'un VEVH et des habilitations électriques, on va jusqu'aux interventions sur les véhicules électriques et hybrides. Alors, pour la première catégorie, donc on va dire, si on fait donc une lecture horizontale toujours de bas vers le haut, donc nous avons 4 références qui sont relatifs aux habilitations électriques, 2 références qui visent le niveau B0L, et puis 2 autres références qui sont sur le côté à droite de la slide, qui visent le niveau B0L, B2L, B2VL et BCL. Alors, bien sûr, avec un stage de référence et puis un deuxième stage de maintien des compétences. Donc, c'est un stage de recyclage. Et pour cela, donc pour les 2 formations FTE-PE et FTE-MPE, nous avons noté, Marion, s'il te plaît, la petite... Voilà, merci. Nous avons noté 125 stages déployés depuis 2019 avec 929 formateurs formés sur les habilitations électriques.
Si on passe maintenant au deuxième bloc sur la sensibilisation au VEVH, nous avons deux stages. Un premier stage qui est réalisé à distance et qui traite les organisations liées à l'intégration d'un véhicule dans un atelier, donc un véhicule VEVH dans un atelier. Et puis, nous avons donc noté 94 normalement participations à ce stage depuis 2019. Très bien. Et puis, nous avons un deuxième stage qui est en cours de conception aujourd'hui, qui sera déployable à partir de janvier 2024. C'est le FTE-DVE qui traite en fait, l'objectif est d'identifier toutes les spécificités du VEVH ainsi que de leur environnement. Alors, si on passe maintenant à la troisième partie, donc nous avons 6 stages de formation dans le FTE-EH, qui est un stage incontournable et qui, puisqu'il caractérise en fait les différentes technologies du VEVH et qui permet d'intervenir de manière en sécurité sur un VEVH pour réaliser soit la maintenance, soit des opérations de maintenance, soit des diagnostics. Donc, nous avons noté pour ce stage-là, qui est en plus en cours d'actualisation aujourd'hui, donc 29 stages ont été déployés entre 2019 et 2022, avec 230 formateurs formés sur ce stage-là. Alors, en complément à ce stage, nous avons un stage sur la gestion des batteries de traction et la charge des véhicules électriques et hybrides. Ce que je vous invite à voir, c'est que vous avez dans le catalogue, donc la nouvelle version qui a été publiée vendredi dernier, la nouvelle version du catalogue F2F. N'hésitez pas à aller voir les références parce que vous avez une vidéo qui vous permet d'avoir une idée sur ce qui se passe et quels sont les éléments traités sur les stages donc FTE BTC et FTE BVE qui portent sur les boîtes de vitesse. On a 3 autres stages qui sont en cours de conception aujourd'hui sur le freinage des VEVH, la climatisation réversible des VEVH et puis le diagnostic des motorisations thermiques et hybrides. Ces 3 derniers stages sont en cours donc, de conception. Ils seront déployables à partir de janvier 2024. Et donc, voilà, ce qu'on voit ici, c'est que, voilà, je pense, et on pense aujourd'hui, que l'offre actuelle sur les véhicules particuliers VEVH couvre bien les besoins en formation et tout ce qui a été traité dit tout à l'heure par mes collègues. Alors, juste une petite précision, afin de vous aider à vous positionner sur les formations, ce qu'on vous propose, c'est des parcours de formation conseillés avec donc tout en précisant quelles sont les formations obligatoires avec ces flèches rouges, plutôt roses, quelles sont les formations qui sont fortement conseillées à réaliser avant telle ou telle formation, ici en bleu, et puis vous avez en fait les formations qui sont complémentaires, ici précisées avec les flèches en discontinu. Et ce type de parcours de formation conseillé, il est aussi proposé sur d'autres thématiques, bien évidemment, et sur d'autres parcours. Voilà pour le VEVH sur la partie VP. Donc, rapidement, je ne sais pas si j'ai encore 3 minutes. Je cours. Donc, 3 minutes, ça marche. Alors, encore donc on passe toujours sur la même thématique VEVH, mais ici, on est sur le parcours maintenance des véhicules utilitaires et industriels. On a donc une base sur les habilitations électriques et là, on a une formation qui est spécifique à l'habilitation B2 Excel opération batterie, qui est un peu à droite là, et nous avons noté alors, si on peut passer à l'animation, s'il te plaît, Marion. Voilà, merci. Nous avons donc, depuis 2020, 5 stages ont été déployés et 33 formateurs formés sur le VEVH, en tout cas sur cette formation-là. Et puis, nous avons bien évidemment le socle de base qui vise donc le B0L, B2L, B2VL, BCL. Mais attention, pour cette formation, elle est colorisée véhicules utilitaires et industriels. Donc, c'est spécifique vraiment au VUI avec le stage de maintien. Et puis, nous avons une formation, c'est le FTV VEH, donc, qui permet d'intervenir, pareil, sur les véhicules utilitaires et industriels. Dernière thématique, si on peut passer à la suite, s'il te plaît. Alors, c'est toujours le même principe avec les flèches. C'est les parcours de formation qui sont conseillés. Quand c'est rouge, donc c'est des formations qui sont obligatoires à réaliser. Et quand c'est bleu ou on discontinue, c'est soit complémentaire, soit c'est conseillé. Alors, on passe au parcours maintenance des véhicules, des vélos, donc sur la partie de gauche de cette slide. Donc, on reprend le socle de base sur les habilitations électriques et là, on reprend les formations qui sont
proposée pour le véhicule particulier. Et puis, nous avons une formation donc, qui est spécifique au vélo à assistance électrique, qui est en cours de... Non, si, elle est déjà déployée depuis peu. Et puis, sur la partie moto, donc pareil, nous avons la partie habilitation et nous avons un stage de sensibilisation sur donc, les systèmes de roues électriques, c'est spécifique à la moto. Et pour ce stage-là, nous avons réalisé 9 stages depuis 2019 et 63 formateurs qui ont été formés sur ce stage-là. Voilà pour le VEVH. Alors, donc ce qu'on essaye de dire à chaque fois, c'est que la formation aux habilitations électriques est incontournable aussi bien pour les formateurs et les enseignants techniques, mais aussi pour les apprenants. Et donc, pour vous aider à vous positionner sur les formations en fait habilitantes, nous avons mis, donc la NFA a mis à disposition une plaquette VEVH qui est relative, donc bien évidemment au VEVH, qui est présente sur le site de la NFA et qui est disponible aussi sur le catalogue F2F. Et cette plaquette, elle reprend elle rappelle en fait le cadre réglementaire, elle précise le public concerné ainsi que les domaines qui sont les domaines d'intervention des véhicules et puis elle renvoie vers les formations qui sont présentes dans le catalogue formation de formateurs et qui sont spécifiques aux habilitations électriques. Alors, dernière diapo, et donc on voudrait vous dire 2 mots sur le projet MVEB. Donc c'est un projet qui est spécifique à la maintenance des véhicules électriques à batterie. C'est un projet qui est financé par la Caisse des dépôts, porté par le GIP de Lille. Il s'inscrit dans le programme France 2030. Alors l'objectif de ce projet, bien évidemment, c'est de créer une communauté d'échange et de mettre à disposition donc des formateurs et des enseignants techniques des ressources pédagogiques. C'est aussi former les enseignants et les formateurs techniques à la transmission des connaissances, des compétences relatives à la maintenance des véhicules électriques, tout en utilisant bien évidemment des outils numériques. Alors plusieurs partenaires participent à ce projet-là. Je vais passer trop vite, donc vous les avez sur la slide. Le rôle, en fait, ce qu'on voulait vous dire, c'est que quel est le rôle de la NFA aujourd'hui sur ce projet? Eh bien, elle porte une action transversale donc elle s'assure surtout de la cohérence des actions et des besoins sur le VEVH et puis de la complémentarité des formations avec celles qui existent aujourd'hui dans le dispositif formation de formateurs qui est mis en place par la NFA. Voilà pour ma partie. Merci beaucoup, Ella. Merci, Niluphar. Donc, pour conclure ce webinaire, pardon, que retenir? On vous invite à retenir 2-3 idées principales sur lesquelles on souhaitait échanger avec vous. La première, c'est que l'électrification du parc automobile est en route. Elle est réelle, c'est une réalité, mais on a vu avec Jocelyn qu'elle se produit lentement, elle va prendre du temps et donc on va passer 1-2 décennies avec une coexistence entre finalement ces 2 marchés, le marché du thermique et le marché des véhicules électriques. Alors, quoi qu'il en soit, on l'a vu, elle aura des impacts sur la quantité des emplois maintenus, elle va faire évoluer les activités, mais on se questionne sur finalement le fait de considérer, à savoir est-ce que c'est une révolution en soi ou pas. C'est finalement moins peut-être une révolution que des évolutions technologiques, d'adaptation à des procédés techniques nouveaux, mais comme l'automobile en a connu plein tout au long depuis sa création. Donc finalement, l'enjeu, c'est de s'adapter en tant que professionnel, mais surtout d'adapter les jeunes qui entrent aujourd'hui en formation, puisqu'on l'a vu avec Jocelyn, eux vont être amenés à vivre finalement cette double carrière, en tout cas à développer cette double compétence thermique, électrique, et la formation doit les préparer dès aujourd'hui à ces futures évolutions. Donc, vous l'avez compris, c'est ce à quoi la branche s'attache avec, au travers des différentes actions de la NFA pour s'adapter à ces mutations, en adaptant notamment les référentiels de formation, en vous accompagnant, vous, formateurs, pour vous former à ces changements et en développant, comme on l'a vu, des connaissances qui permettent de suivre et de comprendre ces mutations. Donc, vous pourrez retrouver justement
un nouvel outil des connaissances, toutes les connaissances qu'on a partagées avec vous, au travers d'une nouvelle publication de l'Observatoire qui s'appelle le baromètre VE. Donc, vous la recevrez en avant-première avec le replay de ce webinaire dans lequel vous retrouverez également le support de présentation. Et vous pourrez retrouver dans ce baromètre VE les statistiques les plus récentes sur le marché du véhicule électrique. Donc, tout ce qu'on a vu aujourd'hui et bien plus encore. Et vous pourrez bien sûr retrouver cet outil et tous les autres produits par l'Observatoire sur le site de l'ANFA. Il nous reste quelques minutes pour prendre des questions, si certains d'entre vous ont des questions ou souhaitent des précisions ou des remarques. Nous sommes à votre écoute, en tout cas à votre lecture, puisque nous vous invitons à mettre vos questions dans le fil de conversation. Si nécessaire, Marion, pour les questions qui peuvent être un peu longues à rédiger, je peux activer les micros des participants. Donc, ils ont à lever la main si vraiment ils veulent poser une question, échanger avec vous. Merci, Alexis. Donc, des questions, n'hésitez pas, hein. Le débat est ouvert. Donc, on a un invité, Alexis, qui lève la main. Oui, allez-y, vous pouvez intervenir, Patrick. Du prochain référentiel MVVP. Parce que là, du coup, est-ce qu'ils attendent ces évolutions sur les véhicules électriques hybrides ou est-ce que, parce que là, du coup, on n'a pas trop de nouvelles, on sait qu'on doit changer les référentiels, mais vous avez une idée un petit peu de l'échéance de ce changement? Alors, quand vous parlez de référentiels, vous parlez des référentiels de certification de branche ou Examen. Examen, ouais. Certifié. Référentiel d'examen académique, ouais. les examens académiques, donc diplôme de l'éducation nationale? C'est ça. CAP, Bac Pro, BTS. Alors, dans le cadre de la rénovation des référentiels, par contre, comme annoncé précédemment, le calendrier est plutôt étendu jusqu'à l'horizon 2025 et encore, c'est un calendrier théorique. Donc, voilà, vous avez encore, le sujet n'est pas encore ouvert. Très bien, merci beaucoup. Il n'y a pas de quoi. Une question également donc, de Loïc Vidrequin sur les ZFE. La question des ZFE est-elle à prendre en compte, Jocelyn? Alors oui, évidemment, la question des ZFE est à prendre en compte. Cela dit, ces questions qui doivent se négocier à un échelon territorial assez fin, donc au niveau des communes ou des agglomérations de communes, fait l'objet actuellement d'avancées, de recul, particulièrement sur la partie la plus sensible, qui est la partie de verbalisation, de vidéo-verbalisation et de verbalisation. Donc, à ce jour, il y a tellement de mouvements sur cette question. Les choses sont assez loin d'être fixées pour la plupart des agglomérations. Donc, on voit plutôt un mouvement de recul des ZFE que plutôt un déploiement. Donc, il y a à la fois un impératif à l'horizon 2024. Il est plus que vraisemblable qu'on aille vers un assouplissement des mesures et finalement, elle sera sans doute un peu moins contraignante que ce qu'on aurait pu l'imaginer au départ dans la plupart des agglomérations. Néanmoins, pour certaines d'entre elles, en tout cas, la région parisienne particulièrement et vraisemblablement l'agglomération marseillaise, on va partir sur effectivement un besoin de renouvellement effectivement sans doute plus rapide, sans doute beaucoup plus rapide. Pour les autres agglomérations, vraisemblablement, ce sera un peu adouci. Merci Jocelyn. J'avais vu une dernière main levée, mais qui a disparu. Monsieur Maya, peut-être Marion, je peux juste répondre. Alors, du coup, Bien on a eu sûr. une question via le chat sur les apprenants. Donc, la question était: les apprenants pourront se former par nos propres soins. Et donc, le sujet étant l'entretien, les habilitations électriques, l'entretien et la maintenance des VE. Donc, ce qu'il faut comprendre par rapport aux certifications de branche, là, je parle vraiment des certifications de branche, c'est qu'on est déjà sur une intégration progressive dans les cahiers des charges de formation des évolutions spécifiques du VE. Alors,
Le titre à finalité professionnelle TEAVA intègre déjà les particularités du véhicule électrique, du GPL, GNV, entre autres, sur le volet technologique. Par contre, dès la rentrée, dès septembre 2023, sur un versant théorique, il sera possible d'introduire de nouveaux contenus de formation en lien avec les innovations technologiques. Et en parallèle, de pouvoir former à un niveau d'habilitation électrique qui est aujourd'hui celui du titre à finalité professionnelle TEAVA, donc B0E, BCL, B2VL, B2L, dès la rentrée, avec cette question d'ajustement progressif sur les différentes innovations technologiques en lien avec le VE, mais qui font l'objet en parallèle de réunions de domaine au sein de la NFA. Donc, je vous invite à vous positionner sur les prochaines réunions. En tout cas, essayez au maximum que les formateurs soient présents à ces réunions pour planifier les futures actions. Une dernière réponse peut-être à la question de Monsieur Joly. Tous les établissements peuvent-ils se former à l'habilitation? Y a-t-il un agrément? Et on terminera avec cette question peut-être. Donc, concernant l'habilitation électrique, donc comme indiqué, ça, je vous invite à soit à vous référer à la norme NFC 18550 ou alors au document de l'INRS qui est très bien, qui décrit particulièrement bien en fait les conditions pour mettre en place une formation aux habilitations. Dans le cadre de nos certifications, vous pouvez évidemment préparer les candidats aux habilitations électriques. Donc, vous délivrerez conformément un avis après formation, bien sûr, sous réserve d'avoir des formateurs qui disposent des niveaux d'habilitation en lien avec la formation visée, qu'ils aient cette compétence de formateur pour adultes, compétences techniques, donc à suivre en fait la prescription du cahier des charges à la fois de la norme NFC et en open access de l'INRS. Merci Nilüfer. Bien, écoutez, il est 14 h. Nous vous remercions de votre présence et nous restons à votre disposition s'il y a des questions ultérieures. Et nous vous souhaitons une excellente journée. Merci à tous. À bientôt. À bientôt.